D'abord, merci et bonsoir au député Christian Van Est qui a bravé les inconvénients des mouvements sociaux pour venir chez nous. Merci et bonsoir à vous les présents dans cette salle qui avez surmonté les mêmes inconvénients pour écouter l'orateur et débattre avec lui. Merci et bonsoir à vous, chers amis qui nous regardez en direct sur Radio Athéna. Et bonjour ou bonsoir à vous, chers auditeurs aussi et amis, qui regarderez cette émission plus tard sur notre site YouTube, auquel d'ailleurs je ne saurais trop vous demander de vous abonner. Mais je voulais également saluer et remercier Victoire Bétis, qui est à l'accueil que nous ne voyons pas, Jean Laporte, et qu'on ne voit pas non plus, mais qui est dans la technique, qui est au studio, et Pierre de Tirmont pour l'organisation de la séance, les prises de vue, excusez-moi, la diffusion de l'ensemble et l'ensemble du soutien technique. Le livre que vous voyez là, je ne le ressors pas parce que c'est pour l'antenne la caméra, mais le député Christian Van Est a bien voulu me le dédicacer à l'instant, remets-le Henri, merci. L'identité ou la mort n'est pas un ouvrage, je vous le dis tout de suite, destiné à orner les bibliothèques et à y vieillir tranquillement. Ce livre est une arme de combat des idées. Et je ne saurais trop vous dire, armez-vous. Je ne citerai qu'un seul de ces chapitres, par exemple, du culte du moi à l'énergie nationale. Donc, achetez ce livre, procurez-vous-le. Je ne dirais pas comme disait avant, si vous ne l'achetez pas, volez-le. Non, achetez-le. Et le député Christian Van Est vous le dédicacera à l'issue de cette séance. Mais j'y reviendrai. La séance, vous le savez, se déroulera comme à l'accoutumée, en plusieurs parties. Les annonces de la paroisse que je vais faire et qui dureront peu de temps, l'exposé de l'invité et le débat avec la salle qui sera suivi par une séance de dédicace pour ceux qui se seront procurés le livre. Alors, le député Christian Van Est a eu l'immense gentillesse d'apporter un certain nombre d'exemplaires, ce qui a grandement facilité la tâche du secrétariat. Donc, vous vous adresserez à lui, vous le réglerez à lui. Je ne sais plus quel est le prix de vente de votre ouvrage. Vous ne savez pas non plus. Mais on va 20 euros, c'est ça, non? C'est pas 20? Ça doit être 20 euros. C'est 20? 20 euros. 20 euros, donc procurez-vous-le et il vous le dédicacera. Donc d'abord les annonces de la paroisse, si vous le voulez bien. Je rappelle pour la rencontre du jeudi débat entre Jean-Paul Gourevitch et Henri de Lesquin sur le thème du grand remplacement mytho-réalité, qui a eu, je crois, un certain succès, aussi bien dans la salle que sur les ondes. Aujourd'hui, Christian Van Est sur le thème de son livre « L'identité ou la mort », nous y reviendrons. Je vous précise d'ores et déjà que le 16 janvier 2020, nous inaugurerons cette année par un carrefour doctrinal de notre président Henri de Lesquin sur le thème « Front anticosmopolite ou Union de la droite, la leçon des élections européennes ». Le titre est encore à finaliser. J'ai d'autres projets en tête, et notamment celui d'un colloque sur l'inclusion qui s'intitulera « L'inclusion, mantra d'un monde sans frontières » qui aura lieu au cours du premier trimestre 2020, peut-être en avril. Il faut que je cadre encore quelques éléments de programme pour février, mars et le mois de mai. Donc voilà. Donc cela veut dire avant tout que l'activité du Carrefour de l'Horloge non seulement continue, mais se développe. Et grâce à vous, grâce aux auditeurs présents, grâce aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous regardent maintenant et qui nous regarderont plus tard, grâce à vous, nous pouvons avancer et continuer sur ce débat et sur ce combat des idées qui est le nôtre depuis maintenant bien longtemps. Puisque je rappelle que le Carrefour de l'Horloge a été fondé en 1974. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons les armes des idées à la main.
Ce soir, nous avons la grande chance de recevoir le député Christian Van Estre, qui est d'ailleurs membre honoraire du Parlement. Je crois que c'est comme ça qu'on vous appelle. Voilà, il n'est plus député, il est membre honoraire du Parlement, parce qu'il a fait 3 mandats. Et qui est aussi, non seulement il est membre honoraire du Parlement, mais il est membre du Carrefour de l'Horloge, ce qui a aussi son importance. Depuis 1986, et grâce à Yvan Blot, qui m'avait introduit dans ce cercle. Où il intervient régulièrement, et encore tout récemment, lors de notre rencontre annuelle de novembre 2018. Je rappelle que Christian Van Estre est professeur de philosophie et qu'il a déroulé une impressionnante carrière politique, élu à Tourcoing, sa ville natale, pendant 25 ans, député du Nord, conseiller général du Pas-de-Calais pendant 16 ans. Alors, du Pas-de-Calais, certainement pas, non. De la région Nord-Pas-de-Calais, excusez-moi, pendant 16 ans, avant de présider le Rassemblement pour la France et le mouvement de la droite libre. Oui. Cet homme politique, enraciné, patriote, grand défenseur des valeurs familiales, et résolument engagé dans le combat des idées, persuadé que le redressement de la France passe par la réaffirmation d'une identité sans laquelle la créativité disparaît. Et c'est pour cela, d'ailleurs, sur ce thème, qu'il a publié aux éditions Apopsix cet ouvrage, qui est le thème de ce soir, sur son combat, l'identité ou la mort. Christian Van Estre n'a jamais hésité, au cours de sa carrière, à rechercher la vérité des faits derrière le brouillard des mots. Aujourd'hui, la vérité est que notre identité, ce patrimoine commun à tous les Français, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient des villes, qu'ils soient des champs, ce trait d'union entre les Alsaciens et les Bretons, entre les gens du Nord et les Corses, est en passe de sombrer dans le chaos du consumérisme et de l'indifférenciation des êtres. Au cœur de notre identité millénaire se trouvent nos racines, chrétiennes pour l'esprit, terriennes pour la chair. Cette lente osmose entre la terre natale et l'héritage culturel gréco-chrétien nous a donné cette façon d'être, ces références communes, reconnues de près ou de loin, souvent oubliées dans l'instant des jours, parfois raillées, pensez à Brassens, pensez à Prévert, ou au contraire, au cœur de notre profonde originalité de peuple, pensez à Bernanos, pensez à Peilly, pensez à Claudel, par exemple, cette homogénéité de nos mœurs, de nos habitudes et coutumes de vie, pensez à la galanterie, à l'esprit courtois, à l'humour, à ce que l'Europe entière appelait jusqu'à peu l'esprit français, mais aussi pensez au Beaujolais nouveau et à notre inimitable gastronomie. Elle est impalpable, mais aussi incontournable. Elle se manifeste par ce sentiment d'être chez nous, dans cette douce France chantée par Trenet, avec nos compatriotes, qu'ils nous soient connus ou non, mais qui sont des nôtres. Beaucoup de voyageurs français, et j'en suis, l'ont ressenti en revenant sur le sol de France, de la patrie, et se sont dit « je suis chez moi ». Christian Van Estre va nous expliquer comment cette identité a été déformée, violée, niée et interdite par les petits maîtres cosmopolites. Comment le socle de notre patriotisme a été sapé. Comment notre chrétienté a été vidée de sens avant d'être persécutée moralement. Christian Van Estre, comment cela a-t-il pu arriver? Pourrons-nous un jour redevenir nous-mêmes? Pourrons-nous rendre ce trésor de notre civilisation française à nos enfants? Très bien. Je pense que c'est à moi. Exact. Très bien. Écoutez, je remercie Pierre Milan pour cette présentation extrêmement sympathique, trop sympathique. Je salue bien sûr le président Henri Lesquin, et puis je vous salue tous et toutes et tous plutôt. Et notamment, je salue l'effort que vous avez fourni pour venir jusqu'ici dans les conditions actuelles. Alors, je quittais ma chambre d'hôtel à 2 pas d'ici en regardant le débat entre Éric Zemmour et Nicolas Bavrez. Et Éric Zemmour a terminé, je me suis dit, tiens, c'est bon signe, en disant, non, monsieur Bavrez, pour moi, le problème essentiel, c'est l'identité. Bravo. Donc, c'est de cela que nous allons parler ce soir.
Alors, l'identité, je vais en parler, non pas de façon polémique, mais de façon plutôt philosophique, si vous voulez, pour commencer. Effectivement, Pierre Milan a fait allusion aux assauts nombreux qui sont menés contre l'identité, mais auparavant, je voudrais rappeler ce que c'est que l'identité, et notamment le fait que l'identité est certainement la plus ancienne question philosophique. Si on se reporte non pas à Platon, mais aux présocratiques, on se rend compte que parmi eux, il y en avait deux qui symbolisaient dans le fond les deux grandes réponses qu'on peut donner. C'est bien sûr Parménide, qui sera en quelque sorte le conservateur, qui disait l'être est et le non-être n'est pas. C'est-à-dire que, effectivement, l'identité existe et qu'elle ne doit pas être menacée, qu'elle fait partie des structures essentielles de la pensée. Et que répondait Héraclite ? Eh bien, répondait au contraire Pantarei, c'est-à-dire tout coule. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, tout évolue, etc. Et on a, dans le fond, le premier des progressistes, le premier des pointillistes de la pensée qui dissout complètement l'identité des individus, l'identité des personnes, l'identité des nations également, et bien sûr, c'est sur ce dernier point que j'ai essentiellement insisté dans mon livre. Ce qui est avant tout le problème, c'est l'identité de notre nation. Mais auparavant, il faut se poser d'autres questions, sachant aussi que si l'identité est un très vieux problème, c'est aussi un problème très actuel. Et plusieurs exemples pour le situer. Premier exemple, on remarquera souvent que l'identité est aujourd'hui perçue en creux dans le débat entre la souveraineté et l'identité. On insiste sur la souveraineté en disant « Ah oui, mais vous comprenez, l'essentiel, c'est la souveraineté, c'est pas l'identité. » C'est ce qu'a fait, par exemple, Macron d'une façon complètement grotesque récemment. Je pense que c'était dans un entretien avec un journal anglais où il a parlé de Poutine. Et dans le fond, il a donné un conseil à Poutine. Et il a dit « Regardez, vous avez un très grand pays, là. Merveilleux. Vous devez évidemment, et vous l'assumez, vous assumez la souveraineté de ce pays, mais c'est un très grand pays. Il faudrait y accueillir beaucoup d'immigrés. » Il a osé lui dire ça, alors que bien évidemment, le problème de Poutine, c'est pas du tout la souveraineté, ça, elle est assurée, la souveraineté. Mais c'est avant tout de réaffirmer l'identité russe. Et l'identité russe, qui est une identité historique, qui est une identité religieuse, qui est quand même étonnant pour un ancien cadre du KGB, mais aujourd'hui l'orthodoxie a repris toute sa place en Russie. Et donc là, on voit bien que le problème de l'identité existe même quand quelqu'un l'oublie par distraction ou par ignorance. Alors il y a pire, c'est la chancelière allemande qui récemment est allé à Auschwitz, qui, mon Dieu, est tout à fait honorable, mais qui a cru devoir rappeler que la Shoah était inscrite de façon absolument indissociable de l'identité allemande. C'est faux. On ne peut pas réduire en quelque sorte l'Allemagne à cela. Certes, il ne faut pas l'oublier, mais dire que c'est l'identité allemande, certainement pas. Moi, je vais vous citer quelqu'un d'autre qui était allé à Stalingrad, c'était en 1944, je crois, lors de son voyage en URSS, et à Stalingrad, il avait dit tout haut, il avait dit « quel grand peuple !» Et il y avait à côté de lui un soviétique qui l'avait remercié. Vous parlez des Russes. Ah mais non, pas du tout, je parle des Allemands. Vous voyez, c'est authentique, cette anecdote, c'est quand même extraordinaire parce que, manifestement, De Gaulle avait en tant que militaire une admiration extraordinaire pour le courage des Allemands. Et même s'ils servaient une très mauvaise cause, une cause ignoble, eh bien, ils ont fait preuve souvent d'un courage, d'une ténacité auquel on doit rendre hommage, tout simplement. Et ça aussi, ça caractérise le peuple allemand, de même que, bon... on pourrait très bien citer Kant ou Beethoven, c'est aussi de l'identité allemande. Et personnellement, si j'étais allemand et chancelier allemand, je préférerais parler de ça plutôt que d'autres choses. Voilà. Alors, on peut aussi maintenant, bien sûr, rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde,
l'identité est certainement un des sujets qui est le plus en avant dans les débats. Et je voudrais prendre deux cas symétriques sur lesquels je reviendrai, parce que ça fait dans le fond une des parties essentielles du livre. C'est d'une part aujourd'hui le réveil des nations. Autant on a beaucoup de mal à affirmer l'identité allemande ou l'identité française, etc., autant beaucoup ne se gênent pas aujourd'hui pour affirmer la renaissance de leur nation. Et j'en discutais avec le président lorsqu'il m'avait invité sur la radio, notamment il y a un cas tout à fait extraordinaire dans le monde, c'est l'Inde par exemple. Ce pays extrêmement divers, avec plusieurs cultures, plusieurs langues, etc., et qui aujourd'hui, il faut bien le dire, réaffirme l'identité d'une nation-civilisation en quelque sorte, gigantesque, considérable, mais qui aujourd'hui dit, voilà, moi je veux plus que les musulmans rentrent dans le pays et prennent la nationalité indienne. L'Inde, c'est un pays avant tout hindouiste. Alors, il n'y a pas que des hindouistes, il y a aussi des sikhs, il y a aussi des musulmans, il faut bien le dire. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, comme De Gaulle disait certains aussi. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. De la même façon, Poutine accepte parfaitement qu'il y ait des musulmans. Il y en a 20% en Russie. Mais il dit quand même, l'identité, c'est avant tout l'identité orthodoxe. Les autres viennent après. Et je trouve que c'est une saine conception des choses. Alors, maintenant, à côté de ça, il y a malheureusement aussi les identités communautaires, qui sont des identités de substitution, de rattrapage en quelque sorte, et qui fleurissent chez nous. Tout à l'heure, Pierre Milan y a fait allusion. Hein. Ce sont ces groupes de pression qui naissent autour de telle ou telle revendication et qui regroupent un morcellement de notre nation, qui transforme dans le fond le monde occidental en une espèce d'archipel transnational composé de gens qui estiment que c'est avant tout le sexe qui les définit, ou bien encore quelque chose d'aussi intime, si j'ose dire. Voilà. Alors, revenons-en au sujet essentiel, c'est-à-dire l'identité. Elle est aujourd'hui, à mon sens, le centre, le foyer du plus grand débat politique mondial. Ce débat politique mondial, c'est celle entre le mondialisme ou le cosmopolitisme, d'une part, et puis ce réveil des nationalités, des nations, précisément. C'est ça le grand débat. Et on peut le traduire autrement. C'est aussi le débat entre les progressistes qui veulent éliminer les différences, les identités, et puis au contraire les conservateurs qui veulent réveiller, restaurer, approfondir l'identité qui fonde chacune de nos nations ou de nos civilisations. C'est ça le grand débat actuel. Et vous remarquerez évidemment, très clairement, que le président de la République française actuelle se situe dans un des camps d'une façon qui est même tout à fait agressive par rapport à l'autre camp, fustigeant par exemple les pays d'importance plus faible que le nôtre d'ailleurs, comme la Hongrie, parce que précisément, eux défendent cette identité nationale, en l'occurrence. Alors, c'est pour moi la question essentielle. C'est une question qui oppose aussi, il faut bien le dire, les partisans du nivellement, de l'égalité, de la disparition de la personnalité des États, en face d'une notion qui nous est chère, qui avait été défendue par Simone Veil, avec un W évidemment, c'est l'enracinement. L'enracinement, dont elle disait que c'était le besoin le plus important, mais aussi peut-être le plus méconnu de l'âme humaine. Parce qu'effectivement, l'âme humaine ne se retrouve chez elle, comme disait Pierre Milan tout à l'heure, ne retrouve sa plénitude que si elle sait qu'elle est identique à elle-même dans le temps. Et c'est ce qui m'amène maintenant à une question beaucoup plus terre à terre. Dans le fond, qu'est-ce que c'est que l'identité ? C'est à la fois l'identité du sujet, je viens d'évoquer ça à travers l'âme, et puis c'est aussi l'identité du groupe, de la nation en l'occurrence, je vais surtout insister là-dessus. Il y a donc un aspect personnel et un aspect collectif dans l'identité. Et on retrouve ça tout bêtement dans la carte d'identité. Parce que la carte d'identité, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que chacun d'entre nous est un individu, et un individu qui est le même dans le temps, qui perdure dans le temps.
Les jours s'en vont, je demeure, disait Apollinaire. Bah oui, la carte d'identité vous dit, vous êtes toujours le même si votre visage a un peu vieilli, tout ça, vous êtes le même. Mais en même temps, c'est une carte d'identité nationale. Elle dit, vous êtes le même, vous êtes différent des autres, d'ailleurs on peut vous reconnaître. Si vous avez une empreinte, tout ça, on va vous reconnaître. Mais en revanche, vous êtes membre d'une nation. Et l'identité, c'est un mot extrêmement ambigu, en fait. Dans la mesure où ça veut dire, d'une part, vous êtes unique, c'est l'unicité, et en même temps, vous êtes identique aux autres, c'est-à-dire vous êtes semblable aux autres. Et c'est ce qui fait la richesse d'une personne. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier, ce côté duel, ou dual plutôt, de l'identité. Alors, la carte d'identité, elle a aussi deux autres aspects. C'est qu'elle risque, c'est son premier aspect, de limiter l'homme, l'individu, à son identité purement juridique. Et on se rend bien compte que cette identité juridique, c'est ce qu'on appelle par un terme courant, vous savez, l'identité de papier. Quand on dit il y a des Français de papier, ça veut dire quoi? Ça veut dire des Français qui n'ont effectivement comme identité nationale que cette carte, ce bout de papier, que de temps en temps, d'ailleurs, ils brûlent pour protester contre la manière dont on les reçoit dans notre pays, ou bien encore qui se trouvent dans leur poche avec d'autres cartes de plusieurs pays, même lorsque parfois ils sont élus de la nation. Je pense à une sénatrice en particulier. Ils peuvent aussi avoir dans leur poche une carte d'identité turque ou une carte d'identité israélienne. Mais bon, ça ne veut plus rien dire. Et c'est la raison pour laquelle le second aspect, c'est avant tout ça. C'est avant tout de dire, si j'ai une carte d'identité nationale, elle est nationale, c'est-à-dire qu'elle me rattache à une nation à laquelle j'appartiens. L'identité, c'est aussi le fait de souligner une appartenance collective, et c'est là-dessus, bien sûr, que se pose le problème essentiel. Alors, l'appartenance, c'est une appartenance qui est fondée sur un certain nombre de critères sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Ces critères, c'est quoi? C'est par exemple l'appartenance à la culture, à la langue, à l'histoire d'un pays. Et en même temps, c'est l'idée que je dois défendre cette appartenance. Eh bien, contre tout cela, effectivement, il y a tout un mouvement qui s'est développé et qui a considéré qu'il fallait, au contraire, considérer que l'identité, c'était une aliénation. Et je voudrais ici opposer le terme identité au terme aliénation. Qu'est-ce que c'est qu'une aliénation? C'est justement le fait de perdre son identité, le fait d'être un autre. Or, vous remarquerez que, de même que le sens d'identité est double, de même le sens d'aliénation est double aussi. Vous avez l'utilisation du mot dans un sens psychologique, l'aliénation mentale, et vous avez aussi l'aliénation idéologique. C'est l'emploi du terme par les marxistes. Or, l'aliénation mentale et l'aliénation idéologique peuvent également se rejoindre. Pourquoi? Parce que si vous passez de Marx à Hegel, par exemple, vous dites que ce qui fait la richesse d'un homme, c'est sa culture. C'est effectivement ce qu'il a appris des autres, ce qu'il a reçu des autres. Et dans le fond, plus on est aliéné dans ce sens-là, plus on est soi-même. Parce que celui qui n'est pas du tout aliéné, qui n'a pas reçu un héritage de l'autre, eh bien, il n'est rien, tout simplement. Et c'est le risque de cette conception de la libération, de la liberté, qui repose justement sur la désaliénation. Pourquoi? Parce que dans le fond, il y a deux conceptions de la liberté aussi. Il y a la conception d'un conservateur ou d'un libéral, c'est quoi? C'est de dire, la liberté, c'est la possibilité pour un sujet qui sait qu'il est le même qu'hier et qui a des projets pour demain, de choisir ce qu'il va faire, de jouir d'un libre arbitre pour ce qu'il va faire. Ça, c'est une conception classique de la liberté. Puis, vous avez une autre conception de la liberté qui, en fait, repose sur un autre terme, qui est le terme libération. C'est se désaliéner, se défaire de tout ce qui vous définit, de tout ce qui vous détermine. C'est pas par hasard que le journal gauchiste s'appelle Libération. Parce qu'effectivement, la libération, c'est la conception de la liberté de la gauche.
par opposition au libre arbitre qui est la conception de la liberté de la droite. Et vous remarquerez que ces deux notions tournent autour de la notion d'identité, précisément. Puisque, effectivement, la libération, ça consiste d'une certaine manière à gommer votre identité. À la gommer sur plusieurs plans. La gommer aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel. Je vais donner 3 exemples. Toute la pensée des Lumières, la philosophie des Lumières, peut se considérer comme une vaste libération. Libération du passé, libération des traditions, libération de la religion. Et à quoi aboutit-elle, cette philosophie des Lumières? Elle aboutit à ce qu'on évoque très souvent aujourd'hui, à la laïcité. Alors on dit la laïcité, c'est une valeur. Non, ce n'est pas une valeur, la laïcité. La laïcité, c'est le fait précisément de n'être rien. C'est-à-dire de n'être ni catholique, ni juif, de n'être rien, de se tenir à distance de toute religion. C'est-à-dire, effectivement, de n'avoir aucune espèce d'identité. C'est ce qui fait aujourd'hui que, aussi bien l'Europe que la France, proclament, enfin surtout la France d'ailleurs, proclament cette importance de la laïcité. C'est-à-dire le fait de dire, attendez, surtout n'allez pas croire, par hasard, qu'il y ait le moindre rapport entre l'Europe et le christianisme. Non, non, pas du tout. L'Europe, c'est un terrain vague sur lequel tout le monde peut venir, parce que précisément la grande richesse de l'Europe, c'est de n'être rien. C'est évidemment l'aboutissement de tout processus progressiste fondé sur l'idée de libération. Se désaliéner, c'est en fait s'appauvrir, c'est-à-dire devenir rien. C'est une conception tout à fait nihiliste, alors qu'on retrouve sous une forme encore plus nihiliste dans une philosophie qui malheureusement est marquée par la France. Cette philosophie, c'est la philosophie des déconstructeurs. C'est la philosophie qui est passée aux États-Unis, d'ailleurs, en l'appelant, c'est la théorie française. Aux États-Unis, on appelle ça la théorie française. Oui, enfin, devant Henri, j'évite toujours d'employer des mots anglais parce que je dis ça va, il va pouffer. Bon, c'est lui qui parle anglais maintenant, c'est pas juste. Et donc. Voilà, oui. Alors donc, bien sûr, je faisais allusion à Foucault ou bien à Deleuze et Guattari, mais regardez bien le processus, c'est quoi? C'est de dire systématiquement, dans le fond, est-ce que le fou est si fou que ça? Non. Non, la folie, c'est quelque chose qui a été créé par la société, c'était construit par la société. C'est quelque chose qui n'existe pas en soi. Et par là même, vous pouvez très bien considérer qu'entre le fou et celui qu'on appelle l'homme normal, et qui ne l'est pas tant que ça d'ailleurs, eh bien il n'y a qu'une toute petite différence de degré, mais certainement pas de différence de nature en tout cas, certainement pas de différence de nature. C'est ça la conception de la déconstruction. Autrement dit, c'est faire perdre une identité essentielle. À savoir que si je ne suis pas fou précisément, c'est pourquoi? C'est parce que je sais que je suis le même qu'hier, et que lorsque je m'exprime, j'essaie d'avoir une pensée cohérente, que je sais aussi que ce que je vais faire demain, ce sera en fonction de ce que j'ai pensé hier, etc. C'est une continuité dans la pensée qui est évidemment gommée si vous commencez à dire, entre le fou et l'homme normal, il n'y a pas une différence de nature, la folie peut être créatrice, il y a peut-être quelque chose de très positif, mais c'est tout à fait ça la pensée. Et évidemment, vous pouvez développer ça également au niveau collectif. Vous pouvez dire aussi, qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est simplement une vieille habitude dont il faut se défaire, dont il faut se libérer précisément parce qu'elle pèse sur vos épaules. Donc la déconstruction a appartenu à ce courant. Et puis on pourrait évidemment en terminer là-dessus en parlant de ce que Raspail appelé justement, vous savez, alors là aussi je ne vais pas l'éviter, le Big Other, c'est-à-dire cette espèce de fascination que nous avons aujourd'hui pour le grand autre, c'est-à-dire pour la préférence systématique pour l'autre par rapport au même. L'autre est toujours mieux que le même. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, effectivement, on a tendance à abandonner les modèles et à substituer aux modèles des anti-modèles, des contre-modèles, aux héros des anti-héros, et à prendre comme des personnages tout à fait emblématiques, par exemple, des gens comme un créateur de mode, et à qui je fais allusion, qui a également inventé des parfums, etc., et qui
à part ça, a mené une vie complètement dissolue, était plutôt un type ravagé, quoi, pour être clair. Alors, je ne vais pas lui jeter la pierre, mais en faire un modèle, faire 2 films coup sur coup pour illustrer sa vie, c'est absurde, quoi. C'est absurde, et vous pouvez décliner ces exemples-là sous un très grand nombre de formes. Je crois que, notamment, il y a eu une référence très récemment aux Misérables. Vous avez vu ce que sont devenus les Misérables ? Les Misérables, qui étaient, l'histoire du 19e siècle, qu'on peut d'ailleurs déjà contester, mais enfin, c'était les Misérables du 19e siècle. Ils avaient leur place dans la société à l'époque de Victor Hugo. Mais aujourd'hui, non, les Misérables, ce sont les gens des banlieues, quoi. Et Javert, l'épouvantable Javert, qui poursuivait ce pauvre Jean Valjean, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Eh bien, ce sont les loupards de banlieue. Ce sont, les policiers qui travaillent dans les banlieues et qui luttent contre les loupards. C'est-à-dire des gens qui sont plutôt les victimes aujourd'hui. Quand on voit ce qui leur arrive, vous avez vu la peine qui a été donnée à ceux qui avaient brûlé. Rien du tout, pratiquement. Moins de 10 ans pour le plus grave, je crois. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il va être dehors, quoi. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Alors, comparer ces gens-là à Javert, c'est quand même un peu fort, quoi. Hein. Donc, le résultat de cette évolution des choses, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a une société qui, dans le fond, a deux aspects. D'abord, premier aspect, vous avez une explosion de la société en individus. Mais en individus qui sont extrêmement contents d'eux-mêmes et qui ont été justement qualifiés de personnages narcissiques. Je pense à 2 auteurs, notamment l'américain Christopher Lasch, et puis également le Tony Anatrella, qui avait montré l'importance du narcissisme dans notre société. C'est-à-dire cette espèce de culture de soi qui fait que l'individu ne s'intéresse plus tellement à la collectivité, croit même tout à fait déshonorant de s'intéresser à la collectivité, et se replie complètement sur lui-même. Et alors, cet individu narcissique, il est d'autant plus étonnant qu'il est d'autant plus narcissique qu'il est vide. C'est-à-dire que, loin d'avoir un narcissisme fondé sur une culture ancienne, sur une tradition, sur, par exemple, une famille qui l'honore beaucoup, etc., pas du tout. C'est un personnage qui est, en quelque sorte, un personnage sans bagage, qui vient de nulle part, qui ne va nulle part, qui ne vit que dans le présent, et qui n'est d'aucune nation, d'aucune collectivité. C'est quelqu'un qui, dans le fond, pousse l'individualisme jusqu'à sa plus parfaite expression. Et puis, à côté de ça, vous avez ceux qui essaient de compenser l'individualisme. Et ça donne le communautarisme. Le communautarisme, c'est l'explosion également de notre société en de multiples petits groupes qui sont fondés sur des préférences, des objectifs limités. Et bien sûr, il faudrait prendre comme exemple le bobo et Narcisse, mais en même temps, vous avez une communauté bobo. Moi, je me suis promené l'autre jour aux environs de la mairie de Paris. Si vous allez dans une rue parallèle à la rue de Rivoli, vous verrez que les passages cloutés sont décorés de bandes arc-en-ciel. Pour bien vous dire, attendez, ici, vous n'êtes pas vraiment en France, et la France ne vous intéresse pas, vous êtes dans le ghetto gay. Hein, vous êtes dans le ghetto gay, vous êtes chez eux, soyez gentils avec eux. D'ailleurs, il y a une plaque qui est au nom d'une personne qui est célèbre dans cette communauté. Et vous avez toute une série d'explosions comme ça, avec notamment des explosions extrêmement diverses. Parce que si je vous parle, par exemple, de la communauté gay, je pourrais aussi vous parler des islamistes. Manifestement, les islamistes forment aussi une autre... Les musulmans, d'ailleurs, forment une autre communauté dans notre pays, avec leur façon de vivre. Dans certains quartiers, aujourd'hui, on a plutôt intérêt, semble-t-il, à se conformer à leurs prescriptions en matière de vêtements, en matière de comportement. Je lisais l'autre jour un article où on disait qu'il y avait une protestation je pense que c'était dans les douches certainement d'un stade où des musulmans s'étaient opposés à ce que quelqu'un se douche nu. Non, on doit se doucher en short. Voilà. Hein. Et petit à petit, si vous voulez, vous avez ces règles qui s'imposent partout où la majorité de la minorité, en quelque sorte, s'installe.
Et donc, c'est l'explosion de communautés, avec un phénomène extrêmement dangereux, qui a un nom un peu barbare, et qui s'appelle l'intersectionnalité. Très étrange, mais qui montre, en fait, l'objectif profond du système. C'est quoi l'objectif profond du système? C'est de détruire notre société et donc notre nation. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif, c'est pas seulement d'affirmer une prétendue identité, mais c'est surtout de détruire l'identité fondamentale qui est celle de la majorité. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, vous n'aurez pas tellement de protestations des gays contre les musulmans, même quand manifestement il y a entre l'islam et l'homosexualité une guerre assez féroce, hein, puisque bon, dans l'islam, théoriquement, c'est la peine de mort. Hein. Le Coran dit clairement, c'est le choix, vous avez uniquement le choix entre le sabre ou la pierre, quoi. Hein. C'est quand même pas très sympathique. Mais non, on n'en parle pas. Même chose, je vous ferai remarquer, pour les féministes. Les féministes s'en prennent très rarement aux musulmans. Pourquoi? Parce que ces groupes qui ne défendent que des partis, des communautés au mauvais sens du terme de notre société, notre nation, eh bien, s'allient dans la mesure où, dans le fond, ce qui les intéresse surtout, c'est de combattre la société et non pas de défendre véritablement leurs petits intérêts communautaires. C'est donc très grave parce que c'est un mouvement de destruction. Et vous comprenez à travers ça le sens qu'a le titre du livre que j'ai écrit, à savoir l'identité ou la mort. Si on continue sur cette voie-là, c'est mortel. On va y passer. Alors, ils ont malheureusement aussi une arme qu'il faut souligner. Cette arme, elle vise l'un des fondements essentiels de notre société, et en particulier de la France, mais c'est bien lointain aujourd'hui, qui est la liberté de penser. Et ils ont inventé cette arme terrible contre la liberté de penser, qui est la phobie. La phobie. Vous avez une multiplication des phobies. Vous savez, vous avez Murray qui avait très intelligemment trouvé cette formule, la cage aux phobes. Hein, la cage aux phobes. Bon, mais c'est vrai que nous sommes dans la cage aux phobes. Attendez, aujourd'hui, chacun d'entre nous ici est au moins 2 ou 3 fois phobe. Vous le savez bien. Hein, c'est-à-dire que nous sommes interdits, en quelque sorte. Nous sommes des délinquants. Et c'est très étrange, d'ailleurs, de voir que cette forme de délinquance de la pensée, orwellienne, hein, tout à fait, eh bien, prend le nom d'une maladie mentale. La maladie mentale qui, en URSS, était utilisée comme arme contre les délinquants, précisément. C'est très frappant. Aujourd'hui, attendez, la personne... Contre les dissidents, vous voulez dire? Contre les délinquants, ils allaient au goulag. Hein. C'était des dissidents. Non, les dissidents, ils quittaient l'URSS. Ils venaient à l'extérieur, ils écrivaient des livres. Non, eux, ils étaient punis. Ils allaient en prison. C'était bien des délinquants, mais des délinquants politiques. Des délinquants politiques. Et je remarque que quand quelqu'un... Je pense à Zemmour, par exemple, qui se retrouve très périodiquement devant les tribunaux. Mais il y en a d'autres. Hein. Je pense à Renaud Camus, des choses comme ça. Bon, eh bien, écoutez, Henri Lesquin. Puis alors, je pourrais même parler de moi. Mais bon, enfin, moi, ça va, je n'ai jamais été condamné. Bon, bravo. Il en est fier. Et donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui cette pression sur la pensée et sur la défense de quoi? Mais sur la défense de l'identité, précisément. Quand on réfléchit bien, on se dit qu'à chaque fois, c'est une identité qui est fondée. L'identité de l'homme qui a un sexe, et non pas un genre appartenant à la grammaire et pas à la biologie, eh bien, lorsqu'on dit non, attendez, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Hein. C'est l'orientation sexuelle, c'est le goût que l'on a pour l'autre qui vraiment vous définit, ce qui est complètement idiot. Et donc, c'est faux, parce que vous avez en plus dans l'histoire, vous avez de nombreuses personnes qui ont tout à fait distingué les deux, hein, en ayant une orientation sexuelle très, très large, mais en restant parfaitement à l'intérieur d'un sexe. Hein. Je sais pas, je pense à Alexandre, par exemple, de Macédoine, qui, semble-t-il, était comme ça. Et voilà. Peu importe, en tout cas, à chaque fois, vous avez une identité qui est en pointe de mire, que ce soit l'identité religieuse, que ce soit l'identité du sexe, que ce soit l'identité nationale, etc. C'est elle qui est visée. On vous interdit, dans le fond, sous peine de sanction, d'être vous-même.
Vous vous rendez compte à quel point on est arrivé? On nous interdit d'être nous-mêmes. Seul celui qui n'est rien, qui passe d'un genre à l'autre, qui passe d'une nation à l'autre, qui n'a pas de religion, seul celui-là a le droit d'être quelqu'un. Plus vous n'êtes rien, plus vous êtes quelqu'un. Plus vous êtes quelqu'un, plus vous êtes rien. C'est épouvantable comme évolution des choses. Et donc c'est tellement épouvantable d'ailleurs que c'est carrément mortel. Hein. Faut aussi être assez clair là-dessus. C'est un mot, je l'ai entendu dire par Maffezoli récemment, donc je dis j'ai le droit de le dire. Nous sommes en pleine décadence. C'est le terme qui convient pour notre situation. Nous sommes en pleine décadence. Lorsque, effectivement, on ne peut plus être soi, lorsqu'on ne peut plus transmettre ce qui a fait que nous soyons nous-mêmes, eh bien, nous sommes en pleine décadence. Et c'est nous qui, effectivement, subissons une véritable maladie des autres. Alors, retournons le compliment de la phobie. Il y en a un qui l'a fait, c'est le conservateur anglais Scruton, qui a employé ce terme que j'aime beaucoup, qui est l'oikophobie, la détestation de la maison, la détestation du domicile, hein, la haine de soi, hein, on traduit souvent ça par cette expression, la haine de soi, qui est aujourd'hui cultivée systématiquement. Je faisais allusion à Merkel tout à l'heure. Bon, qu'elle se frappe la poitrine en visitant Auschwitz, je suis d'accord, ça, au contraire, c'est bien. Mais il ne faut pas que cette attitude-là se transforme en haine de soi. De la même façon que M. Macron, allant en Algérie, se croit obligé de parler des prétendus crimes contre l'humanité qu'aurait commis la France, ce qui est monstrueux, c'est complètement faux comme expression. Et au contraire, je pense que si on se réfère par exemple à ce que la France a fait sur le plan médical en Algérie, nous pouvons être fiers de ce qui a été fait mais évidemment, la croissance. Mais sur le plan médical, c'est le plus bel exemple, si vous voulez, parce que, vous savez, les Français ont apporté une amélioration sanitaire en Algérie absolument considérable. C'est elle qui explique d'ailleurs la croissance démographique de l'Algérie. Bon, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a quand même eu un prix Nobel qui a décroché son prix Nobel de médecine, c'est Laveran, à Constantine, pour avoir découvert le bacille de la malaria. Et ça, c'est cette identité dont on peut être fier. Alors, je vérifie quand même que je ne dépasse pas le temps, ça va, c'est bon là oui, pour l'instant. Parce que je me méfie la fois dernière environ un quart d'heure. La fois dernière, il me reste encore un quart d'heure, c'est ça Ah oui, d'accord. Environ. D'accord. Alors, donc, cette décadence, elle est tout à fait remarquable. Il y a récemment eu un cas, j'ai appris ça hier, ce qui me paraît bien résumé, dans le fond, tout ce que je viens de vous dire. Il y a eu ce qu'on appelle les Olympia Awards. Olympia Awards, est-ce que vous voyez ce que c'est? Donc, vous connaissez tous l'Olympia, c'est une célèbre salle. C'est le boulevard des... Non, Capucines ou Italien, je ne sais plus. Capucines, je crois. Et donc, merveilleux, Olympia, nos grands chanteurs sont tous produits à l'Olympia. C'est aussi une de nos fiertés nationales. Oui, maintenant, on fait les awards. Autrement dit, on est obligé de prendre un mot anglais pour désigner une manifestation française donnant des récompenses aux chanteurs français. C'est quand même assez déplaisant. Et ça vous montre bien l'étau dans lequel nous sommes d'ailleurs, nous avons la tête. Hein. Vous avez d'un côté l'invasion de la France par le globish, par la culture américaine, si on peut parler de ça, si on peut parler de culture d'ailleurs, et d'autre part, vous avez l'invasion musulmane, qui là est une invasion démographique, avec également d'autres pratiques. Hein. On est entre ces deux branches de l'étau, là, en quelque sorte. Hein. Et là, vous avez donc Olympia Awards. Et alors, qui a reçu une belle récompense lors de cette manifestation? Je vous le donne en mille. Vous voyez pas? Voilà, Bilal Hassani.
Alors je veux dire, c'est pas étonnant. Non, mais attendez, c'est pas étonnant qu'il ait eu l'Olympia Awards. Comme on dit, il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases, mais c'en est même amusant, si vous voulez, parce que bon, il est transgenre, comme on dit pour parler bien. Il est d'origine marocaine. Il est musulman. C'est indiqué sur Wikipédia. On dit bien, il est musulman. Ce qui est un peu particulier en raison de son comportement. Mais enfin bon, en tout cas, lui dit qu'il est musulman. Et donc, c'est effectivement discutable. En tout cas, il ne respecte pas le Coran, c'est sûr. Mais peu importe. C'est quand même étonnant. Évidemment, il est rappeur. Bon. Autrement dit, il coche toutes les cases. Il est exactement, à lui tout seul, l'antithèse. Je ne sais pas, on pourrait prendre John Wayne, par exemple. C'est-à-dire le mâle, blanc, chrétien, hétérosexuel, etc. C'est exactement le contraire, quoi. Eh bien, le héros aujourd'hui, c'est Bilal Hassani. Ça n'est plus John Wayne. Il faut que l'on s'y fasse. Et on se dit que devant tout ça, il faut réagir. Et en réagissant, il faut tout simplement dire, voilà, notre nation doit manifester son vouloir vivre, doit affirmer son vouloir vivre. Pourquoi ? Pas pour le plaisir d'avoir une nation, tout simplement parce que chacun d'entre nous ne peut redevenir soi-même, ne peut continuer à être lui-même. Et je reviens sur ma première idée sur l'identité double, ou sur le double sens de l'identité. Je ne suis moi-même en tant qu'individu que si j'ai intégré, intériorisé l'héritage que j'ai reçu du groupe auquel j'appartiens. Or, on ne transmet pas d'héritage dans une communauté, une prétendue communauté comme celle que j'ai citée. On transmet cet héritage essentiellement dans la communauté nationale. Et c'est la raison pour laquelle plus je suis membre de ma nation, plus je suis citoyen, plus je suis moi-même, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, c'est le chapitre qui a été cité par Pierre Milan tout à l'heure, j'ai consacré un chapitre à un auteur qui est un peu oublié maintenant, mais qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est Maurice Barrès. Parce que Maurice Barrès, c'est exactement ça. Maurice Barrès, c'était un dandy au point de départ. C'était un jeune homme chic, complètement replié sur lui-même, une sorte de narcissique avant la lettre. Et c'est tout à fait ce qui apparaît dans ses 3 premiers livres. Le culte du moi. Ah oui, c'est même bien. Il n'avait pas trop d'idées politiques. Enfin, il en avait parce qu'il voulait être député, mais bon, c'était très vague. C'était très vague. Il était vaguement boulangiste, comme ça. Bon. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il est devenu, Barrès ? L'énergie nationale, ça, ce sont les romans suivants, qui commencent par un roman dont tout le monde connaît le titre, Les Déracinés, où il montre comment des jeunes Français, des jeunes Lorrains en l'occurrence, sont complètement transformés intellectuellement par un professeur de philosophie qui est le porte-parole à l'époque déjà de tout ce mouvement effectivement de décérébration que j'indiquais. C'était le progressiste de l'époque. Il n'allait pas jusqu'à Foucault, c'était plutôt Kant que Foucault, Dieu merci. Mais bon, enfin, c'était déjà le même mouvement, c'est-à-dire vous n'êtes pas d'une région, d'un pays, etc. Vous êtes des membres de l'humanité guidés par la raison, des sujets indépendants qui devaient uniquement appuyer leur raisonnement et leur position sur la logique kantienne ou aristotélicienne, peu importe, en tout cas, qui ne devait pas se rattacher à une appartenance nationale plus qu'à une autre. Et puis à côté de ça, je voudrais citer quelqu'un qui est un peu en contrepoids, c'est Lévi-Strauss. Alors Lévi-Strauss, on l'avait souvent mal situé parce qu'il avait, vous savez, employé un terme, c'était ethnocentrisme, qui dans le fond est la façon intellectuelle de désigner le racisme. Il y a une très grande différence, c'est que le racisme fait allusion à la race, qui est un aspect plutôt physique de l'individu, biologique de l'individu. L'ethnocentrisme, ça fait allusion à la culture. Et donc, on s'était dit, vraiment, Lévi-Strauss, c'est celui qu'il faut utiliser quand on s'attaque au racisme. Mais il s'en est aperçu. Et donc, il avait fait une première conférence à l'UNESCO qui s'appelait Race et Histoire. Et il a rectifié le tir dans une deuxième conférence à l'UNESCO qui, cette fois-ci, a retourné un certain nombre de ses partisans. Parce qu'il dit, attention, là, il ne faut pas qu'on interprète mal mes paroles. Défendre sa propre culture, c'est indispensable. Parce que moi, je suis partisan des échanges. Mais que voulez-vous échanger si vous n'avez plus rien à échanger ? Si vous êtes une coque vide ? Si vous n'avez plus de culture ?
Le respect de l'autre culture n'implique pas que vous éliminiez votre propre culture, au contraire, que vous la défendiez pour encore avoir quelque chose à échanger avec l'autre. Alors, sur quoi fonder cette identité qu'il faut défendre ? Je pense qu'il faut mettre un certain nombre de bases. La première, on dira, c'est la race. Personnellement, je n'y suis pas favorable. J'ai passé 1 heure dans le train, dans une voiture où j'étais absolument seul. Oui, c'était le hasard, il n'y avait que moi. Et puis, il y avait un contrôleur de train noir, avec lequel j'ai eu une conversation absolument passionnante, et qui faisait que ce monsieur a révélé sur beaucoup de points exactement les mêmes idées que les miennes. Et vous voyez, c'est le genre d'exemple. Moi, j'avais rencontré une autre personne un jour qui a écrit un ouvrage que je vous conseille qui s'appelle « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». C'est Gaston Kellman. Vous voyez très bien que la couleur de la peau n'empêche absolument pas d'appréhender une culture et de devenir parfaitement, comme Kellman, français et bourguignon. Hein, voilà. Cela étant dit, il y a aussi un problème, soyons honnêtes, il y a aussi un problème quantitatif. Si un certain nombre d'immigrés venant d'ailleurs et avec une autre culture, quelle que soit leur couleur de peau, s'installent au même endroit, ils ne vont jamais s'intégrer à votre culture. Ils vont garder ce qu'ils croient être la leur. Enfin, c'est ça qu'il faut craindre. Il y a ensuite la religion. La religion joue un rôle essentiel. Elle détermine un certain nombre de nos comportements, même lorsque nous ne sommes pas ou plus croyants. Elle détermine nos comportements en profondeur. Cela dit, puisque j'avais parlé de Barrès, je fais allusion ici à un ouvrage de Barrès que j'aime bien, qui n'est pas très épais, mais qui est important. C'est Les diverses familles spirituelles de la France, qu'il a écrit pendant la guerre, et dans lequel il rend hommage aussi bien aux catholiques qu'aux traditionalistes, je pense que c'était lui ça, aux protestants et aux juifs. Le Barrès antisémite rend hommage aux Juifs en 1914 en montrant qu'il y a eu beaucoup de héros juifs pendant la guerre, beaucoup de gens qui sont morts au service du pays. La religion donc, mais la langue, en France c'est la langue. C'est pas partout pareil. Si je vous parlais de la Suisse, par exemple, l'identité suisse ne repose pas sur la langue. En revanche, la nôtre, oui. Être français, c'est avant tout parler français. Et c'est d'une certaine manière penser français. Ce qui n'est pas toujours bon, d'ailleurs. J'avais une discussion récemment sur les Wallons et sur les habitants de Genève, où on se dit que peut-être que si les habitants de Genève pensent un peu moins bien que ceux de Zurich, ou que les Wallons pensent un peu moins bien que les Flamands, c'est peut-être aussi parce qu'ils parlent français et reçoivent des idées qui sont un peu plus friables, un peu plus progressistes en quelque sorte. Et puis, il y a, au-delà de la langue, il y a aussi et surtout, je pense que c'est ça qui fonde l'identité profonde des Français, c'est l'histoire. Et on retrouve ici ce point commun entre l'identité personnelle et l'identité collective de la nation, cette idée, vous savez, qu'on trouve chez Heidegger. Lorsque l'on emploie le mot allemand « Existenz » d'Heidegger, ça n'a rien à voir avec l'existence de Sartre. Hein. L'existence, ça met l'accent sur le « extérieur ». Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sujet que je suis, le Dasein, comme il disait, hein, eh bien, se projette à la fois dans son passé, mais surtout dans son avenir. Mais son avenir, il ne peut le projeter qu'en fonction de son passé. Et toute identité est fondée sur ce va-et-vient, en quelque sorte, entre un passé et un avenir. C'est aussi vrai pour la personne que nous sommes que pour la nation à laquelle nous participons. Et c'est bien sûr Renan qui a le mieux à exprimer ça. Je pense que je vais être amené à conclure, non ? Oui. Voilà, je vais être amené à conclure. Alors, merveilleux, c'est pas moi qui fais le travail. Non, mais je me doutais. Alors, donc, je vous parle de Renan et je voudrais vous faire une citation d'un homme qui avait, je pense, bien résumé les choses et qui avait des raisons de le résumer comme ça, que j'aimais bien. C'est un des rares hommes politiques que j'ai eu l'occasion de rencontrer et pour lequel j'ai encore beaucoup d'admiration. C'est Philippe Séguin. Philippe Séguin qui disait que le destin de chaque homme ne prend pleinement son sens que lorsqu'il s'inscrit dans un vaste projet collectif, ce lieu d'accomplissement idéal qui est la nation. Voilà. Et c'est là-dessus que je conclurai.
C'était 45 minutes, c'était bon. Non seulement vous êtes excellent en ce qui concerne le temps, monsieur le député, mais vous êtes magistral. Bravo, merci. Donc nous allons ouvrir la séance de questions. Henri, tu veux intervenir, bien sûr. On va peut-être prévoir des micros. Christian Manès qui vient de nous faire un superbe exposé. 1, 2, 3. Un superbe exposé, magistral, beau, profond. Vraiment bravo. J'avais lu votre ouvrage, vous avez reçu à Radio Athéna sur l'ouvrage L'identité et la mort. Je conseille à tout le monde de l'acheter, de le lire, de le méditer. Mais je voudrais vous parler d'un personnage et un auteur qui vous est proche, que vous admirez, le général de Gaulle. Général de Gaulle. Et je vais faire une citation du général de Gaulle, que vous connaissez d'ailleurs. Avec l'accent, je suppose. Cette citation, je l'appelle la prière du matin. Parce qu'il faudrait que chaque Français la récitât le matin en se levant. Ouais. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français bruns, des Français noirs. Cela prouve que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Pourvu qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Fin de citation. Qu'en pensez-vous ? Pratiquement, j'avais déjà soutenu cette phrase en disant que, par exemple, qu'il y ait des Noirs qui partagent entièrement notre pensée, c'est tout à fait possible. En revanche, si vous avez un quartier entier qui est peuplé de gens qui viennent du Cameroun, de Côte d'Ivoire ou du Mali, et le Mali pose un autre problème, celui de la religion, bien vous n'en ferez pas des Français, parce qu'ils garderont leur identité parfaitement différente. Et là, je ferai allusion à un autre auteur que j'aime beaucoup, une femme très courageuse, mais qui, la dernière fois que j'ai eu au téléphone, elle était effondrée. Elle n'a même pas voulu, je voulais l'inviter sur Radio Courtoisie, elle n'a même pas voulu, elle voulait plus parler. C'est Malika Sorel. Et Malika Sorel, qui est donc une Algérienne d'origine, avait une conception, mais vraiment patriotique de sa relation avec la France, quoi, hein, et de l'affirmation de la nécessité d'être parfaitement citoyen français en dégageant toute espèce de préférence religieuse ou autre. Bon, il y a des gens comme ça, si vous voulez, hein, mais à condition, effectivement, qu'ils puissent s'épanouir au sein de la société française sans rester dans des ghettos où ils vivent entre eux. Entre eux, ils ne pourront jamais s'intégrer. Parce que vous avez les trois niveaux. Vous avez l'insertion. L'insertion, bon, quelqu'un vient travailler en France. Il s'insère donc dans le monde du travail. Mais dans le fond, on ne lui demande pas forcément de devenir français. Moi, je ne tiens pas à ce qu'il devienne français. Il est utile au pays puisqu'il exerce une profession qui est sans doute utile à notre système économique. Mais moi, je ne souhaite pas du tout qu'il devienne français. De l'insertion, de l'intégration. L'intégration est plus compliquée. C'est en ce moment ce qu'on est en train de faire. C'est l'idée que quelqu'un peut être en passe de devenir français, ou peut vivre longtemps en France, ou peut vivre avec toute sa famille en France. Ça me paraît bien dangereux. Personnellement, je ne suis pas tellement favorable à l'intégration. Et vous avez l'assimilation. L'assimilation, c'est effectivement le dire, eh bien, quelqu'un qui a appris le français, qui respecte parfaitement les lois françaises, qui, dans le fond, a acquis une certaine part de la mentalité française, lui peut acquérir la nationalité française. C'est un véritable problème, ça, parce que l'intégration que l'on privilégie aujourd'hui permet d'avoir à la fois une carte d'identité qui attribue une nationalité apparente, alors que, profondément, les fondements de la nationalité, c'est-à-dire la culture, ne sont absolument pas intégrés, quoi. Et je vous citais le cas notamment des plurinationalités qui sont un scandale. Enfin, moi, j'y suis complètement hostile. Parce que je me souviens d'un exemple personnel. Comment s'appelait-elle cette jeune et jolie femme noire, d'ailleurs, qui a été ministre à un moment donné de Sarkozy? Ramayad, voilà. J'ai eu
petit débat un petit peu difficile avec Ramayad un jour, parce que, bon, moi j'avais rappelé quand même cette sortie incroyable pour un ministre français, quoi. Madame Ramayad, vous êtes à la fois française et sénégalaise. Mais imaginons qu'il y ait une guerre entre le Sénégal et la France. Qu'est-ce que vous feriez? Ah ben, je choisirais le Sénégal. Attendez, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, que quelqu'un comme ça soit ministre français, moi, les bras m'en tombent, quoi. Je dis, c'est insupportable. Je considère que, d'ailleurs, jamais quelqu'un de double national, et encore moins d'étranger, bien sûr, mais de double national, donc d'étranger en partie, puisse être non seulement ministre, mais même élu de la République. Moi, j'estime qu'on ne devrait pas tolérer qu'un étranger, même à moitié, soit député ou sénateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il va prendre une décision, quand il va voter une loi, et qui va voter la loi? Le français ou bien le turc? Attendez, c'est un vrai problème quand même. C'est un conflit d'intérêts, ça, non? Vous auriez oublié un exemple plus magistral que Ramayad, c'est Manuel Valls, qui s'est présenté à Barcelone. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais mais j'ai pas eu de différend avec Manuel Valls. J'ai toujours bien entendu avec lui parce que c'était mon voisin de congrès. Valls, Van Est, c'était mon voisin par ordre alphabétique. Alors un jour, je lui dis, ah, tu sais Manuel, franchement, si j'étais socialiste, je te soutiendrais. Il me dit, Christian, surtout ne répète ça à personne. Voilà. Bien, y a-t-il, à votre avis, monsieur le député, une chance d'inverser le courant, compte tenu dans ce déferlement cosmopolite que l'on connaît, dans cette planétarisation de la pensée qui va dans un sens qui paraît inéluctable, même si certains événements politiques laissent parfois penser qu'il pourrait y avoir des réactions partielles. Vous savez, le titre du livre, je l'ai donné à une autre jolie femme d'ailleurs, qui elle est blonde aux yeux bleus, qui s'appelle Marion Maréchal, et qui a regardé le titre en disant « Oh, c'est un titre bien triste ». Ça prouve qu'elle sait lire. Oui, bon, ça c'est dur. Mais bon, alors, je ne répondrai pas. Elle ne connaît pas bien la Révolution française, mais elle sait lire. Mais en tout cas, si vous voulez, manifestement, elle ne se rend pas compte que le titre, c'est malheureusement la vérité, quoi. Nous sommes en train d'y passer, quoi. Et les gens ne se rendent pas compte. Et on y passe sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on y passe, d'une part, parce que ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes est en train de disparaître. Notre langue est mangée, j'allais dire bouffée, hein, mais elle est mangée par le globish. C'est effrayant. C'est arrivé à un point qui est consternant. Et comment voulez-vous inverser ça? Ça va pas être facile. Hein. C'est pas facile. Vous savez qu'on a voté une loi, en fait. Hein. J'ai même voté cette loi. C'est la loi de Toubon, en 1994. Tout le monde s'en moque de cette loi. C'est incroyable, quand même. Nous sommes assiégés. Le français est aujourd'hui... J'ai lu récemment un article d'un académicien qui osait émettre quand même une petite critique. Là. Quand même, c'est pas bien. Hein. Il y a un peu trop d'anglais dans notre... c'est scandaleux. En plus, la loi l'interdit, quoi. Et on ne fait rien. On ne fait rien. On est en recul permanent. Je vous avouerai même qu'à certains moments, je suis obligé de me dire, oui, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'écoutant ma propre langue, je suis obligé de traduire un certain nombre de mots étrangers qui sont venus s'interposer. C'est quand même un petit peu grave, quoi. Et alors, de l'autre côté, vous avez ça, et puis de l'autre côté, vous avez un certain nombre de comportements qui nous sont imposés, qui viennent également d'ailleurs des États-Unis pour certains d'entre eux, qui d'autres sont imposés par une minorité religieuse. Ça, c'est le premier point, mais vous êtes aussi menacé physiquement. Et ça, c'est la démographie qui parle. Vous avez eu un débat récemment, je pense, avec Gourevitch. Bon, Gourevitch est très bon là-dessus. C'est l'évolution démographique dans le temps. Même si aujourd'hui vous dites, bon, c'est pas si grave que ça, il y a quoi? Il y a 20% de gens d'origine africaine, c'est pas grave. Oui, il y a 20%. Mais si vous prenez les enfants, c'est pas 20%. Vous remarquez notamment, en raison d'une maladie qui sévit essentiellement en Afrique, vous remarquez que ça atteint en Île-de-France aux environs de 40%. Hein.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, la France ne sera plus la France au sens que De Gaulle donnait. Et ça nous pend au nez, si j'ose dire. Hein. Voilà. Non mais, on en est là. Hein. Donc nous sommes menacés sur plusieurs plans. Sur le plan de la pensée, sur le plan de la culture, mais aussi sur le plan de la réalité physique de ce que nous sommes. Et personnellement, je ne vois rien aujourd'hui qui soit de nature à repousser cette montée des eaux, cette invasion. Hein, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une révolution. Hein. Oui. Oui, monsieur. La drépanocytose en 2016. Oui, c'est ça. En 2016, c'était en Île-de-France 73,56% des naissances. Oh là, vous mettez... Non, ça, je pense pas. Moi, j'avais lu... c'était 30%, chose comme ça, 37%, je crois. En Seine-Saint-Denis, peut-être, oui, c'est possible. Ça doit être, oui, non, pas en Île-de-France, je crois pas. Non. Mais en tout cas, même si le chiffre était moindre, si vous voulez, manifestement, il y a là une évolution qui, si vous reportez aux tranches d'âge, indique l'avenir. Et notre avenir, c'est la mort. Alors, si nous ne défendons pas notre identité, nous sommes morts. Et vous avez en plus, vous avez non pas un, mais des chevaux de Troie. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, enfin je n'ai pas insisté, mais j'ai souligné l'intersectionnalité, c'est-à-dire cette espèce d'addition de groupes parcellaires de notre société qui, a priori, sont pas dangereux, sont pas graves. Bon, les LGBT, tout le monde les regarde plutôt en disant bon, c'est eux, voilà, ils sont chez eux, ils font ce qui leur plaît, puis ils sont beaucoup dans le domaine culturel, etc. C'est bien. Mais quand vous remarquez cette addition de tous ces petits groupes qui sont hostiles à notre société, eux, ils sont à l'intérieur de la société. Hein. Et ils la minent progressivement parce qu'ils favorisent précisément ce que Raspail appelait le Big Other, ce qu'on peut aussi appeler l'autrisme. Hein, systématiquement, vous savez, moi j'ai défendu il y a bien longtemps la préférence nationale. À l'époque, c'était possible au RPR. C'était pas interdit. C'est pas interdit. Je défendais la préférence nationale. C'était dans la campagne de Chalandon. Inutile de vous dire que c'est pas hier. Mais donc, préférence nationale. Aujourd'hui, attendez, c'est un gros mot, préférence nationale. C'est donc quelle préférence? C'est la préférence étrangère, non? Maintenant, c'est évident. Non, c'est évident qu'on est en pleine préférence étrangère. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on va favoriser les familles nombreuses sur le plan des retraites. Enfin, les mères de familles nombreuses, plus exactement. C'est intéressant comme idée. Moi, je ne suis pas contre à l'origine. Toutefois, maintenant, j'ai un regard un peu différent. Je me dis, attention, moi, quand j'étais pour une aide particulière à la famille, et notamment aux familles ayant plus de 3 enfants, pour des raisons démographiques tirées d'Alfred Sauvy, comme chacun sait, plus que pour des raisons religieuses, d'ailleurs. Et bien... Aujourd'hui, je me dis, attention, parce que qui va bénéficier de ces aides, ça ne va pas être des Gaulois. Et donc, la préférence nationale devrait, à mon sens, s'imposer. Préférence nationale à l'accès à la nationalité, à l'accès au territoire pour commencer, à l'accès à la nationalité ensuite, et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas accédé à la nationalité, préférence nationale en ce qui concerne les avantages familiaux qui pourraient être financés uniquement par les impôts et non pas par les cotisations, ce qui permettrait les choses. Ce qui, juridiquement, légitimerait la différence. Alors que si c'est des cotisations, vous ne pouvez pas légitimer. C'est évident. Monsieur. Attendez. Je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, votre exposé. Je ne sais pas si ça marche. Juste avant l'élection de Trump en 2016, il y avait une étude qui était sortie disant si c'est les démocrates qui gagnent, au prochain mandat, il y aura moins d'Américains de souche que d'Américains d'origine étrangère qui deviendront supérieurs. Et là, vous parlez du réveil des nations au début de la séance. On a Trump qui est arrivé envers et contre tout. Alors je sais que certains, en France, on ne l'apprécie pas forcément. Il est américain. Il y a aussi une grande majorité
je suis pas trumpiste, hein. Il y a une grande majorité C'est pas un péché. de médias, on va dire 90% des médias qui parlent, qui font des fausses informations sur lui, qui disent pas vraiment ce qui se passe. Et par contre, il caractérise bien pour moi le réveil des nations qui a lieu en ce moment, qui est quelque chose de positif. Et c'est un qui se bat vraiment le plus fort aujourd'hui, notamment contre l'Union européenne, contre Macron, contre le régime chinois, et en mettant bien en avant des valeurs qui sont celles de la patrie, de la nation. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez justement de Trump, en mettant de côté un peu la culture américaine? On sait que c'est pas très... Ah, mais attendez, moi, Le micro, s'il vous plaît. que Trump défende la culture américaine, moi, je l'admets parfaitement bien. Ce que je souhaiterais, c'est qu'un président de la République française évite de parler anglais et qu'il défende la culture française partout et qu'il ne salisse pas l'histoire de France. Voilà. Trump le fait pas, il salit pas l'histoire des États-Unis. Alors, il défend une culture qui n'est pas la nôtre, qui est assez différente de la nôtre, que pas complètement différente. Bon, il y a quand même des points communs. Il y a quand même l'origine européenne et chrétienne des États-Unis, essentiellement. Alors, cela étant dit, si maintenant on se reporte sur le problème de l'immigration, il y a quand même une énorme différence entre les États-Unis et la France, hein, et l'Europe en général, d'ailleurs. C'est que l'immigration européenne, l'immigration vers l'Europe, viendra essentiellement de l'Afrique. C'est-à-dire d'une population profondément différente et en grande partie nord de l'Afrique, c'est-à-dire notamment tout le Sahel, musulmane. C'est-à-dire avec un risque profond. Quand vous voyez ce qui se passe dans l'islam à l'heure actuelle, qu'on fasse en Europe ce que Trump d'ailleurs avait brandi, à savoir d'interdire complètement le territoire américain aux musulmans, sauf les Saoudiens bien sûr, parce qu'ils sont trop riches, mais donc ce serait assez logique qu'on le fasse en Europe, étant donné les risques que ça représente. Hein. En revanche, pour les Américains, l'immigration, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas africaine, elle est latino-américaine. Et donc, elle est quand même beaucoup plus intégrable, en quelque sorte, parce qu'ils ont quand même, essentiellement, le point commun, c'est le christianisme. Hein. Voilà, christianisme plutôt catholique, mais déjà, les catholiques sont plus nombreux que les protestants aux États-Unis. Donc, c'est pas véritablement à mon avis, le problème est moins grave. Ça jouera en faveur des démocrates. C'est-à-dire, plus il y aura de latinos, sauf les Cubains qui votent républicains pour des raisons historiques, mais les autres votent plutôt démocrates. Donc, plus il y aura de latinos, plus ils voteront démocrates. Donc, plus les démocrates ont intérêt à faire rentrer des latinos. Chez nous, les socialistes, toujours aussi intelligents, ont eu exactement le même raisonnement. Hein. Ils se sont dit, on va faire venir des immigrés, et plus il y aura d'immigrés, plus ils voteront pour nous. Ils ne se sont pas rendus compte qu'entre les immigrés des États-Unis et les nôtres, ce n'était pas du tout la même chose. Que notamment, beaucoup d'immigrés ne visent pas du tout à un changement politique de la France, mais plutôt à un changement religieux de la France, un changement culturel de la France. Ce qui, là, est complètement différent. Parce que vous savez, quand on va aux États-Unis, c'est pour vivre mieux, beaucoup mieux. C'est pour gagner de l'argent. Et dans le fond, on est assez fiers, sans doute, de devenir américain. Le drame de la France, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout sûr que les étrangers qui nous rejoignent soient très fiers de venir en France. Parce que, je parlais de l'oïcophobie tout à l'heure, qui est une notion de Scruton très intéressante. On passe son temps en France, c'est un autre aspect de la déconstruction que j'ai pas évoqué, mais on passe à empêcher qu'on ait la moindre fierté de ce que nous sommes, à interdire toute fierté. Comment voulez-vous que des étrangers viennent en France si on passe notre temps à leur dire que nous sommes un pauvre pays dont l'histoire a été essentiellement construite sur l'esclavage dans les îles et sur la colonisation de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire. Tout ça en se battant la coulpe, en rappelant les épouvantables massacres que nous avons faits, etc. Comment voulez-vous qu'ils nous aiment ? Déjà, ils ne nous aimaient pas beaucoup de point de départ, pour certains, parce qu'il y avait plus ou moins une guerre, je pense aux Algériens notamment. Et ensuite, on remet une couche, en disant, bah oui, mais ça, c'est notre identité. Comment voulez-vous qu'ils nous aiment, comment voulez-vous qu'ils nous respectent, comment voulez-vous qu'ils soient fiers de vivre ici ? Ils viennent ici pour
Vivre mieux, certes. Gagner plus d'argent, oui, mais si possible, prendre toute la place possible. C'est ça la réalité. Cette installation, elle n'est pas forcément amicale. Hein. Faut le savoir. J'ai répondu, non, je ne sais pas. Oui. Oui, tout à fait, oui. D'autres questions? D'autres envies de réagir plus exactement sur ce qui a été dit? Non. On en est vraiment à ce point, vous croyez, que on est vraiment au bout, on est au bord du précipice et on est en train de tomber? Il n'y a pas le moyen de se dire mais attendez, là, stop, on va se réveiller, on va faire quelque chose. Comme disait l'autre, on a touché le fond, maintenant on creuse. Oui, non, mais Bien sûr que si, la solution, c'est un changement de politique. Mais non, ça je l'ai dit, c'est la révolution. Non, mais attendez. Et qui passe c'est le micro Henri. La solution, c'est un changement complet de politique, qui est d'ailleurs aussi un changement métapolitique, un changement de culture. Il faut lire le livre de Christian Vaness, L'identité et la mort, pour comprendre ce qu'il faut faire sur le plan métapolitique et culturel. Mais le changement politique, c'est aussi la réémigration. Ça n'est pas de dire arrêter l'immigration, ce qui voudrait dire qu'il faudrait garder tous les immigrés qui sont là, c'est la réémigration. C'est déjà ce que proposait Enoch Powell dans son grand discours historique. Qui a été écarté du Parti conservateur pour ça. En avril 1968. Ouais. C'est d'ailleurs, j'ai traduit l'anglais re-immigration par réémigration, qui est un néologisme qui veut dire l'inversion des flux migratoires. Absolument. Les gens sont venus, ils peuvent repartir. Actuellement, on a un solde migratoire de plus de 100 000. C'est la différence X moins Y. C'est les entrées moins les sorties. Et l'ennui aussi, c'est qualitatif. Gourevitch a montré que c'était illusoire, ça. Les entrées viennent d'Afrique noire et les sorties, ce sont des Français de sang. Bon. Qui vont en Californie pour montrer ce qu'ils valent. Voilà. La politique de réimmigration que nous proposons, ça consiste à dire mais il faut changer le signe du solde migratoire. Il faut passer de plus de 100 000 à moins de 100 000. Il faut que les sorties dépassent chaque année de 200 000 les entrées. Voilà. Et c'est très faisable. Mais il suffit de... Au bout de non, ça n'est pas faisable. Non, attendez. Ça y est. Non, là, attendez, c'est une question de volonté politique. Là, je bondis. C'est une question de volonté politique. Il n'y a pas d'obstacle fondamental juridique ou économique ou technique ou rien. C'est une question uniquement de volonté politique. J'ai d'ailleurs expliqué ça dans un programme de réimmigration. La mesure la plus simple consiste à ne pas renouveler les titres de séjour des étrangers qui sont là, qui ont un titre de séjour quand ils sont étrangers. Et de refuser la notion de droit d'asile. Voilà. Il faut aussi rejeter la notion de droit d'asile, bien entendu. Ouais. Moi, j'avais employé un mot que Henri Lesquin vient de commenter longuement, c'est le mot révolution. Vous ne pouvez pas actuellement mettre en place une politique de ce type dans le cadre dans lequel nous sommes. C'est absolument impossible. Vous savez, moi j'ai été parlementaire pendant 15 ans. Hein. Si vous saviez les obstacles auxquels j'ai été confronté pour des propositions, mais qui étaient ridicules par rapport aux vôtres. Ridicules. Donc, le système actuel nous empêche totalement de mettre en place une politique de réimmigration, par exemple. J'ai donné l'exemple de la loi Toubon. Là, nous avons voté une loi. Elle n'est pas appliquée parce que non seulement la loi ne suffit pas, mais vous avez ensuite toute la société, vous avez les magistrats, etc., qui font partie de cette idéologie destructrice que nous subissons. Donc, moi, je ne vois pas de solution en dehors de quelque chose qui s'apparenterait à je répète le mot, à une révolution. C'est-à-dire véritablement non pas un changement de majorité politique, mais un changement de système politique. Bon, certains, on en parle récemment, imaginent que notre société est quand même pas à l'abri d'une guerre civile, par exemple. Hein, que les tensions grandissent et qu'on n'est pas du tout à l'abri d'une fin violente de ces tensions. Bon, je ne vais pas évidemment être un prêcheur de guerre civile, certainement pas, mais je pense qu'il faudrait, dans notre histoire, un événement d'une gravité forte pour pouvoir entraîner les changements politiques qui, alors là, permettraient d'inverser le mouvement. Personnellement, j'en suis là, hein, je vous le dis. Je sais bien que vous allez diffuser ce que je suis en train de dire, mais on est quand même un peu entre nous. Personnellement, j'ai une conception extrêmement pessimiste de l'avenir prochain. Je ne vois pas notre salut en dehors d'une
d'une grande difficulté, d'une catastrophe. Voilà. Ce qui va contre le pessimisme, Christian Vannès, c'est le mouvement mondial auquel nous participons peu ou prou, quelle que soit la singularité de la France, qui est peut-être moins bien placée sur ce plan. Il y a dans le monde entier un mouvement des populistes, des forces populistes, nationalistes. Vous en avez parlé d'ailleurs, vous avez parlé du réveil des nations, et ce mouvement, il va contre le mondialisme, plutôt le cosmopolitisme qui domine le monde en général, et la France en particulier. Vous avez parlé de Narendra Modi, il y a Orban, il y a Kaczynski en Pologne, il y a Salvini en Italie. Et Bolsonaro au Brésil. Il y a Bolsonaro au Brésil, Trump aux États-Unis. Donc voilà, ce mouvement est très fort, et en fait la lutte des classes aujourd'hui n'est plus essentiellement dans la société, elle oppose tous les peuples du monde à la superclasse mondiale. Alors, je partage complètement votre point de vue, mais si vous m'avez bien écouté, vous avez remarqué que si j'ai parlé du réveil des nations, les autres, j'ai aussi parlé de l'autodestruction de la nôtre. Hein, moi, c'est ce que je constate. Et je n'observe pas dans notre société actuelle des forces capables de représenter même ce qui se passe aujourd'hui dans un pays comme l'Italie, par exemple. Je ne vois pas en France un mouvement capable d'avoir une influence aussi décisive sur l'avenir du pays que Salvini en Italie. Je pense que les Italiens sont capables d'inverser le mouvement. Ils ont encore une identité suffisante pour inverser le mouvement. Je pense que la France a tellement travaillé cet esprit issu du XVIIIe siècle et de notre révolution, d'autodestruction, qu'elle va avoir un mal fou. Ne serait-ce par exemple que par le rôle que jouent les enseignants, qui passent leur temps à transmettre non pas notre identité, mais à transmettre toutes les idées qui sont en train de détruire notre identité. Je prends l'exemple de l'histoire. Vous savez très bien que l'histoire aujourd'hui, ça n'est plus l'histoire événementielle, que ce n'est pas l'histoire de la grandeur du pays, que c'est au contraire une histoire de nos petitesses, de nos fourberies, et que c'est aussi une histoire qui plonge dans l'économie avec la volonté de casser de la segmentation de l'histoire, de faire en sorte que les élèves n'aient pas une vision de la continuité. L'identité, j'ai insisté là-dessus, c'est la continuité. Pour être français, il faut avoir une notion précise de la continuité de la France. Hein. La France, ça commence avec Vercingétorix, hein, et ça se termine avec le général de Gaulle. Non, ça continue encore aujourd'hui. Mais enfin, il faut avouer que c'est quand même mal en point depuis le général de Gaulle. Et donc, si vous voulez, le drame, c'est qu'aujourd'hui, on ne vous apprend plus ça. Vous avez des narcisses qui se baladent en se disant, qui se baladent avec leur truc sur les oreilles, et qui ne pensent absolument pas à ce qui s'est passé hier, parce qu'ils s'en moquent et qu'on ne leur a même pas appris. Et qu'en plus... sachant qu'il y a eu plus ou moins un Henri IV, plus ou moins un Louis XIV, plus ou moins peut-être un Saint-Louis, etc., ils ne savent plus trop dans quel sens. Hein. C'est, voilà, non, mais c'est terrible, si vous voulez. C'est terrible. L'enseignement de l'histoire, j'ai terminé là-dessus. Pour moi, l'identité, pour les Français, c'est pas partout pareil, mais je pense globalement pareil. Chez les Polonais, l'histoire, oui, mais la religion, d'abord. Vous voyez, chez les Français... La religion, oui, mais l'histoire d'abord. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, eh bien, les Français, si vous les privez de leur histoire, mais ils sont plus Français. Ils sont plus Français. C'est la raison pour laquelle vous avez, dans un domaine comme l'éducation, une révolution à faire. Et le plus terrible, c'est que les gens qui devraient participer à cette révolution, c'est-à-dire les professeurs, eux-mêmes, sont atteints par la maladie, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la réaction normale. Ils sont quelques-uns. Alors, mais là aussi, bon, je vais quand même aller dans votre sens. Il y a un moment donné où ça devient tellement catastrophique, si vous voulez, excusez-moi l'expression, mais ça pète, quoi. Et par exemple, les professeurs, eux, se trouvent confrontés à une situation qui doit en faire réagir un nombre de plus en plus important. C'est l'indiscipline, c'est la perte totale de l'autorité, c'est le fait que leur métier est sans arrêt piétiné par l'évolution des choses. Justice immanente. Moi, j'ai eu la chance d'être un professeur dans un établissement, professeur et même un directeur des études, c'est-à-dire un censeur, en fait, dans un établissement catholique, qui était d'un conservatisme total. Total. Hiérarchie, autorité, sanctions, il n'y avait aucun problème. Bon, on avait des résultats merveilleux. Voilà. C'est ça le modèle. Mais est-ce que vous croyez que ce modèle, aujourd'hui, vous pouvez facilement le défendre?
Même, vous savez très bien que même dans l'établissement catholique aujourd'hui, je n'insisterai pas. Bien. Plus de questions? Plus de questions. Écoutez, en tout cas, moi je suis ravi de ces échanges et aussi bien pendant le discours qu'après pendant les réponses aux questions. Bref, merci encore et bravo, monsieur. Voilà, écoutez, moi, je vous remercie. Bravo. Bravo. Vous êtes trop généreux. C'est désespérant, méthodique. Vous êtes trop généreux. Parce que Non, c'est l'intérêt, c'est le débat. Il ne faut pas oublier que nous sommes écoutés, nous sommes regardés, et que toutes ces idées, et que c'est par ces moyens-là que nos idées se diffusent malgré tout. Très bien. Et si vos propos, aussi pessimistes soient-ils, peuvent permettre de réveiller un petit peu les Français, déjà ceux qui nous écoutent et ceux à qui ils parlent, c'est un peu le but. Ça serait déjà une bonne chose à faire. C'est un peu le but. Ça serait un peu le but. Merci. Parce que si on dit, bon, j'ai la solution, là, attendez, Alors, en 3 pages, c'est fait. c'est pour cette. Alors, nous allons passer maintenant à la dernière phase de notre réunion. Donc, Henri de Lesquen en a parlé, j'en ai parlé, et je vous recommande absolument cet ouvrage. Ça, c'est le Monde exemplaire qui m'est dédicacé. Il est déjà dédicacé, celui-là. Donc, oui, c'est ça. Vous avez vu la réaction. J'ai d'autant plus peur qu'il me le vole que c'est lui qui me l'a donné. Alors, on tourne un peu en rond. Bon, voilà.